Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 42e épisode. Aujourd'hui avec Hugo Lara, anciennement journaliste à Automobile Propre et désormais rédacteur en chef de Révolution Énergétique, l'un des sites de la galaxie du groupe qui détient aussi Automobile Propre. Bonjour Hugo. Bonjour Eric. Bienvenue, écoute, sur ce podcast. C'est la première fois que tu participes. Tu as une vision un petit peu différente de notre vision habituelle qui est très axée sur la voiture électrique, puisque toi, tu parles plus des thématiques et des problématiques liées à la révolution énergétique. Et du coup, on aura un sujet un petit peu lié à cette thématique. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, mettez des petits likes, des petites étoiles, ça nous ferait très plaisir et ça aiderait le podcast à continuer à gagner en visibilité. Tout de suite, les premiers sujets de cette quinzaine. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis content de vous retrouver parce que on a passé 3 semaines sans podcast. J'avais pris quelques congés et ça fait plaisir de reprendre un petit peu le rythme et l'entraînement de l'émission. Alors, premier sujet, les watts d'heure de la voiture électrique de l'année, je vous en parle à chaque fois. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite puisque la cérémonie de remise des prix aura lieu dans une semaine, exactement jeudi prochain, le 10 novembre à 17h. Je rappelle qu'elle sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre, en streaming donc, à partir de 17h et jusqu'à 18h30. Et donc, on dévoilera bien les lauréats et notamment la voiture électrique de l'année qui a été élue à la fois par notre jury et par le public, avec un système de vote qu'on vous dévoilera à ce moment-là, en toute transparence. Donc la cérémonie commencera à 17h en direct sur YouTube. On aura quelques invités, on aura aussi un petit peu de public, même si c'est une cérémonie privée pour la première édition. On verra ensuite pour les autres si on fait quelque chose d'un peu plus large. Et on vous communiquera rapidement dans les prochains jours l'URL, c'est-à-dire l'adresse internet de la chaîne YouTube d'Automobile Propre, mais l'adresse internet sur laquelle se déroulera cette cérémonie. Comme ça, vous pourrez la noter dans vos agendas et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour vous y rendre. Premier sujet, Hugo, ça concerne les ventes de voitures électriques. On fait un point régulièrement sur le sujet d'une façon ou d'une autre, et cette fois-ci, c'est un sujet sur le marché européen avec une voiture qui domine le marché européen, mais non seulement sur les électriques, mais également toutes catégories confondues sur les thermiques. De quel modèle s'agit-il? Suspense. C'est la Tesla Model Y. C'est pas vraiment une surprise. Elle se retrouve en tête des véhicules les plus vendus en Europe, toutes motorisations confondues. En septembre, 29 367 Model Y ont été immatriculés, soit une progression de 227% par rapport au même mois l'année dernière. Alors attention, tout de même avec les chiffres, on sait que Tesla a tendance à livrer ses véhicules par vague. Forcément, ça fait enfler les statistiques temporairement avant de retomber plus tard. Il faudra bien sûr regarder les ventes annuelles pour confirmer le succès du modèle Y, même si on a peu de doutes à ce sujet. Après, je suis pas sûr que ce soit une excellente nouvelle qu'un SUV, même électrique, soit en tête des ventes. On peut se consoler en se disant que c'est autant de SUV thermiques qui ne sont pas mis en circulation. À titre très personnel, j'aurais été plus rassuré de voir une citadine ou une compacte électrique en première position plutôt qu'un engin de quasiment 2 tonnes qui, entre nous, servira la plupart du temps à transporter qu'une seule personne sur des distances assez courtes. Oui, alors c'est vrai. Alors certains aussi font la remarque du fait que le modèle Y est une voiture qui n'est pas spécialement donnée, puisque on est aux alentours plutôt de 45 à 60 000 euros. Et malgré tout, c'est la voiture actuellement, en tout cas sur les dernières semaines qui viennent de s'écouler, la plus vendue en Europe. Alors sur la question du SUV, effectivement, il y a débat. C'est un débat qui dure depuis pratiquement l'émergence vraiment de la voiture électrique depuis quelques années. Le problème, c'est est-ce qu'on a réellement le choix, puisque aujourd'hui, on voit que sur le marché, il y a une très très forte prédominance des SUV. Alors ça est en train d'évoluer parce que
c'est des voitures maintenant qui sont un petit peu crossover, c'est-à-dire que on sait plus très bien dans quelle catégorie les classer. On a aussi l'exemple, par exemple, de la Kia la Kia EV6, qui est une voiture qui, bon, c'est quoi? C'est une grosse berline, ça ressemble à une grosse compacte, ça peut ressembler aussi un peu à un SUV pour certains. Il y a toujours débat d'ailleurs, et même des empoignades sur la dénomination des typologies de voitures. Le modèle Y, alors pour certains, c'est pas un SUV, pour d'autres, c'est un SUV. Il n'en demeure pas moins, effectivement, c'est une voiture qui est assez imposante, même si finalement, dans ses dimensions, j'ai vu ce que certains parlaient de pachyderme. Je suis pas entièrement d'accord parce que c'est quand même une voiture qui a des dimensions relativement contenues. Pour moi, un pachyderme, c'est une voiture qui rentre pas dans les places de stationnement. C'est une Audi Q7, c'est une Audi Q8, c'est un BMW X5 ou X5 ou X7, c'est éventuellement un Hummer ou les gros SUV allemands ou Range Rover, etc. La Model Y, c'est reste une voiture quand même qui, en termes de dimension, on va dire, est dans la moyenne plus, mais c'est finalement une voiture qui n'est pas si longue que ça, ni si large que ça. Elle est assez haute, elle en impose un peu, mais elle en impose aussi parce que je crois qu'on a une espèce d'empreinte cérébrale psychologique, c'est-à-dire qu'on a calqué notre unité de mesure sur la Model 3, et du coup la Model Y est une sorte de grosse Model 3, et du coup on la trouve énorme. Mais finalement, si on la compare à d'autres voitures, elle n'est pas si grosse que ça. Mais effectivement, on peut regretter le fait que ce soit encore un SUV qui soit en tête des ventes, mais ça va certainement changer parce que de plus en plus d'acteurs arrivent sur le marché, et même si tous ont des SUV à leur catalogue électrique, il y a aussi des berlines qui arrivent, il y a aussi des voitures plus légères, des citadines. Donc probablement les choses vont évoluer favorablement dans les prochains mois. Deuxième sujet, Toyota, qui dévoile une stratégie de batterie de voitures électriques pour alimenter le réseau. Alors de quoi il s'agit, Hugo, exactement? Eh bien, comme beaucoup de constructeurs de voitures électrifiées, Toyota cherche un peu à verdir son image sur la fin de vie des batteries. Aujourd'hui, il faut savoir que la quasi-totalité des batteries de voitures électrifiées, elles sont recyclées dans des usines spécialisées, c'est-à-dire qu'on les démantèle, on sépare tous les éléments et on les retransforme en des matières brutes qui peuvent ensuite servir à fabriquer de nouveaux appareils. Sauf qu'il existe une autre filière qui est beaucoup plus écologique pour valoriser les vieilles batteries, c'est l'usage de seconde vie. La seconde vie, ça consiste à réutiliser une batterie telle quelle, sans modification, pour un autre usage comme le stockage stationnaire d'électricité. Même usées, les batteries, elles peuvent continuer à stocker suffisamment d'énergie pour alimenter une maison ou une entreprise. Et quand on les accouple les unes aux autres, eh bien, elles peuvent aider à stabiliser le réseau, voire même à lisser la production variable des éoliennes et des panneaux solaires. Et en ce sens, Toyota vient d'annoncer la réalisation d'une première batterie stationnaire fabriquée à partir de vieilles batteries de Prius et de RAV4, entre autres modèles. La capacité du système est de 1260 kWh. Ça équivaut à peu près à 24 batteries de Renault Zoé. Et il peut délivrer 485 kW de puissance. C'est pas énorme à l'échelle du réseau électrique, mais ça peut être très intéressant, par exemple, si c'est associé à une station de recharge ultra rapide pour éviter les grosses sollicitations du réseau. La particularité de la batterie seconde vie de Toyota, c'est qu'elle mélange différentes chimies de batteries. On retrouve notamment des accumulateurs au lithium à côté d'accumulateurs NiMH, et il y a même des batteries au plomb. Alors, ce n'était pas des batteries de traction, c'était des batteries 12 volts auxiliaires, parce qu'on retrouve également des batteries au plomb dans les voitures électriques. Elles servent juste à alimenter voilà, tous les petits appareils, le système, l'ordinateur de bord, l'ouverture des portières. Toyota annonce un système qui permettrait de réduire au mieux les pertes de conversion. Et vous le savez, dans une batterie stocke l'électricité sous forme de courant continu, alors que dans les maisons, l'électricité, elle est consommée sous forme de courant alternatif. L'opération de conversion, elle génère des pertes qui sont assez significatives selon les appareils, et forcément, éviter ces pertes, c'est une très bonne chose. D'accord, donc c'est un système qui s'appelle le Sweep Energy Storage System, le C'est ça. SESS. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un mix, un espèce de mélange de gloubi-goulba comme ça, de plein de batteries différentes qui récupèrent dans les anciennes voitures, effectivement les RAV4 et les Prius, c'est-à-dire des voitures qui n'étaient à l'origine pas des voitures 100% électriques, mais des voitures hybrides, donc forcément des batteries un peu
peu plus petite et probablement moins performante que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, dans un avenir un peu plus lointain, la BZ4X aussi, qui est la première 100% électrique de Toyota, qui vient d'arriver sur le marché là. Donc ça fait un mélange. Et alors effectivement, c'est amusant aussi de voir qu'on a les batteries 12 volts de ces hybrides, qui sont des toutes petites batteries et qui étaient d'ailleurs, et j'en ai fait l'expérience à une époque avec une Prius, qui était d'ailleurs un peu le talon d'Achille de la Prius, puisque en fait, ou le tendon d'Achille plus exactement de la Prius, puisque cette petite batterie avait tendance parfois à tomber en panne assez rapidement. Et c'était un problème qui était connu et documenté et pris sous garantie chez Toyota, si bien que la voiture tout simplement ne démarrait pas parce que la batterie avait rendu l'âme un peu trop vite. Mais c'est intéressant de voir cet usage. Ils ont déjà, on sait s'ils ont déjà mis en place des stations à base de ces batteries, ou c'est encore à l'état de projet à venir? Non, c'est un prototype. C'est un prototype pour l'instant. Toyota a noué un partenariat avec un grand fournisseur d'électricité japonais. D'accord. Et la batterie est en fonction. Mais voilà, c'est une première. Je pense qu'il y aura des enseignements qui seront tirés de l'expérience. Je suppose que ça a dû être assez compliqué à mettre en place parce que faire cohabiter des batteries de traction en 230 volts, voire en 400 volts avec des batteries au plomb de 12 volts qui n'ont pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment surprenant. Je pense qu'il y a dû y avoir des ingénieurs qui ont dû se casser la tête un peu sur ce projet. Et chercher le bon fil, le bon fil rouge, le bon fil vert pour le brancher au bon Il endroit. faut aussi, c'est ça, et surtout essayer de ne pas mélanger les tensions et surtout composer avec les différents niveaux d'usure des batteries. Mmh. On avait déjà vu une expérience, similaire, enfin c'est plus qu'une expérience puisque c'est une réalité. C'est Audi et Porsche aussi qui font ça et qui commencent à utiliser, alors ils ont certainement pas beaucoup de stock parce que leurs voitures électriques sont pas très anciennes, mais ils commencent à utiliser les batteries recyclées de leurs modèles électriques pour fournir des stations, alors là c'est des stations, mobiles pour, par exemple, alimenter, un événement, sur un lieu. Et donc c'est une espèce de semi-remorque qui est remplie d'anciennes batteries recyclées directement et qui vont fournir de l'électricité pour alimenter un chapiteau et puis différentes infrastructures autour d'un événement. Donc effectivement, c'est des sujets intéressants. De toute façon, tout ce qui touche le recyclage, et je pense que tu connais bien le sujet, Hugo, ce sont des sujets qui sont vraiment à suivre et sur lesquels je pense qu'on aura pas mal d'innovations dans les temps à venir. Il faut garder en tête, si je peux me permettre, que si les marques communiquent énormément sur les usages de seconde vie, il faut vraiment garder en tête que c'est pas l'usage principal. Enfin, une vie d'une batterie aujourd'hui, 99% des batteries vont dans des usines pour être complètement démantelées et recyclées. Et c'est dommage parce qu'on perd de l'énergie au Bien passage. sûr, ouais. Donc voilà, il faut vraiment que les marques se mettent à développer l'usage de seconde vie plus qu'à communiquer à ce sujet. Mmh. D'accord. 3e sujet, alors c'est un sujet, témoignage, qu'on a eu sur Automobile Propre ces derniers jours. C'est ces 2 personnes qui ont parcouru 6 000 kilomètres en 3 jours en voiture électrique, donc à travers l'Europe. Donc voilà, c'était en septembre, hein, en septembre 2021, Guillaume Castever et Romain Edouin qui ont parcouru 5 887 kilomètres en 70 heures exactement, 70 heures et 49 minutes avec une Tesla Model 3 grande autonomie. Alors, ils sont partis du sud du Portugal et ils s'en sont rendus jusqu'au nord de la Norvège en s'appuyant exclusivement sur les chargeurs, sur les superchargeurs Tesla. Alors, certains se posent la question du sens de cette petite promenade, en disant que ça n'a pas de sens, que c'est un petit peu idiot de rouler pour le plaisir de rouler. Alors ça, c'est un critère d'appréciation et un jugement très personnel. Je rentrerai pas dans le débat. Je pense qu'on a quand même encore le droit de se faire un petit peu plaisir et de se balader. Cela étant, eux, ils ont pas fait ça juste pour le plaisir et d'ailleurs, ça a été un voyage très éprouvant. Ils le disent eux-mêmes puisqu'ils étaient 2 et ils se sont relayés non-stop pour, battre ce record et après l'expérience, avec du recul, ils disent qu'ils auraient préféré, ils auraient mieux fait d'être au moins 3, voire plus pour éviter la fatigue. Mais c'est un record qui est intéressant, parce qu'en fait, il vise à démontrer qu'il est aujourd'hui possible, de traverser, l'Europe. Alors là, c'est du sud au nord, mais ça pourrait être probablement aussi d'est en ouest, du sud au nord, avec une voiture électrique dans les mêmes temps
que ce qu'on aurait fait avec une voiture thermique, sans beaucoup plus de contraintes. Donc là, ils expliquent qu'en fait, ils s'arrêtaient à peu près toutes les 2 heures pour charger, mais c'était des petites recharges entre 8 et 20 minutes. Et donc voilà, donc il roulait non-stop. Alors c'est un record qui évoque un peu les fameux cannonballs, ces courses de voitures qui traversaient l'Europe ou les États-Unis, alors pour le coup des voitures thermiques à fond la caisse, en défiant totalement les autorités et sans respecter du tout le code de la route et encore moins les limitations de vitesse. Là, c'est l'inverse. Donc, il y a eu total respect des limitations de vitesse et du code de la route, bien sûr. Mais c'est des records qui ont tendance à se multiplier. C'est des expériences qui se multiplient aussi. Il y a eu déjà des expériences aux US et au Canada, traversée du Canada de Vancouver à Halifax, avec à l'époque une Tesla Model S, je crois. Porsche avait aussi battu le record de la Tesla Model 3 justement en traversant les US de New York à Los Angeles en, je crois, un petit peu moins de 25 heures, ce qui est très très fort, parce que là, ça a vraiment aussi consisté à rouler vraiment non-stop. Et donc là, c'est quand même intéressant parce que ça démontre aujourd'hui qu'il est possible pratiquement de traverser, de parcourir en tout cas de longues distances sans beaucoup de contraintes et dans les mêmes temps qu'avec un thermique, avec une électrique. Alors l'expérience a été menée avec une Tesla qui s'est effectivement reposée exclusivement sur le réseau de superchargeurs Tesla. Donc effectivement, c'est encore plus facile. Mais les 2 protagonistes souhaiteraient reproduire la même expérience avec une voiture non Tesla, pour démontrer qu'aujourd'hui, justement, la traversée ou parcourir de longues distances n'est plus l'apanage uniquement de la marque américaine, mais peut aussi se faire avec des voitures qui ne sont pas des Tesla et sur des réseaux de recharge qui ne sont pas les réseaux Tesla, puisque les réseaux se développent de façon très très vite et exponentielle en ce moment. Et entre les Ionity, Fastnet, Total Energy, plus les réseaux qui se développent dans chaque pays, plus les Electra, etc., on arrive maintenant à avoir un maillage et une densité de réseau qui permet pratiquement de rouler tranquille et de ne jamais avoir à parcourir plus de 200 à 300 kilomètres sans tomber sur une station de recharge rapide. Donc, ça sera intéressant de voir s'ils reproduisent cette expérience avec une voiture qui ne sera pas une Tesla et en combien de temps ils le feront. Parce que la notion de temps, elle peut paraître un petit peu futile comme ça, mais c'est très important puisque c'est vraiment un marqueur qui permet de réaliser à quel point aujourd'hui on peut rouler facilement sans perdre de temps avec une voiture électrique. Donc à suivre. Hugo, ça t'inspire des commentaires cette expérience? Oui, ça me rappelle un petit peu les voyages que je faisais du coup pour automobile propre, les tests jusqu'à la panne, Mmh. les tests sur autoroute de véhicules électriques à une époque où ils n'étaient pas trop optimisés pour l'autoroute. Aujourd'hui, ça a complètement changé. D'ailleurs, c'est fou de voir la vitesse à laquelle ça a évolué en, en quoi, une dizaine d'années, même pas. On est passé de véhicules à très faible autonomie, très faible performance de recharge, qui vraiment, quand ils s'aventuraient sur l'autoroute, c'était une expédition, hein, carrément. Donc, c'était des véhicules qui étaient surtout réservés à la ville à aujourd'hui eh bien, des modèles 100% électriques qui sont tout à fait capables de boucler des Marseille-Paris avec peu d'étapes de recharge, des étapes de recharge courtes. Donc ouais, c'est vraiment surprenant et le road trip électrique aujourd'hui n'est plus vraiment quelque chose qui relève de l'aventure, ça devient presque banal. On est passé aussi tu parles des voitures, mais aussi des infrastructures. On est passé du désert Bien à un sûr, maillage bien sûr. très très dense et partout. Petite remarque justement sur les road trips. J'ai vu aussi que récemment un automobiliste, un journaliste avait fait un road trip sur la route 66 aux États-Unis, en traversant de Chicago à Los Angeles avec une Ford Mustang électrique. J'ai pas lu le reportage dans le détail parce que c'est un reportage sur une revue qui est en accès payant et j'ai pas d'abonnement. Mais en tout cas, c'est pareil, ça a bien fonctionné, ça s'est passé assez rapidement. Et je fais une petite digression sur mon expérience personnelle, puisque là, je parlais tout à l'heure de congé. En fait, j'étais aux US et j'ai fait la traversée des US par la route 66. Je ne l'ai pas fait en voiture électrique.
J'avais envie de le faire en Tesla, mais au moment où j'ai réservé chez Hertz, il n'y avait pas de Tesla disponible. De plus, les tarifs étaient assez élevés par rapport à une voiture thermique. Quoi qu'il en soit, j'ai constaté un truc quand même qui m'a surpris, c'est que sur toute la traversée, j'ai fait 4 300 kilomètres. Je n'ai pratiquement vu, et là j'ai été déçu par contre, j'ai pratiquement vu aucune voiture électrique jusqu'à la Californie. Et en une journée en Californie, j'ai vu plus de voitures électriques et plus de stations de recharge que je n'en avais vu pendant 15 jours, pendant toute la traversée. Donc c'est assez symptomatique encore du fait que, les US s'orientent résolument vers l'électrification et qu'il y a un gap énorme entre les États et notamment entre la Californie et le reste de l'Amérique. Alors effectivement, sur les grandes villes de l'Est, Chicago, j'avais vu aussi à New York, on commence à avoir pas mal de voitures électriques. Heu, les stations de recharge, j'en ai pas vu. J'ai la première ma 1re station Electrify America, je l'ai vue, en arrivant en Californie. Et par contre, dans la traversée, même dans des tout petits bleds qui longent la 66, je tombais régulièrement sur des petits superchargeurs Tesla de 4 à 8 stèles qui étaient souvent, assez occupés et donc c'était assez drôle parce que je ne voyais pratiquement pas de Tesla sur la route, je voyais que des SUV et des pick-up et puis dans les stations Tesla, comme une espèce de refuge comme ça, on voyait un peu toutes les Tesla du village ou de l'État qui étaient en train de charger là. Donc c'est assez amusant, c'est assez atypique mais effectivement, pour finir cette digression, j'ai été, à la fois surpris, à la fois presque un peu déçu. Je pensais que même dans l'Amérique entre guillemets, du Middle West, l'Amérique profonde, on était déjà un petit peu plus avancé en matière d'électrification. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. On voit une Tesla de temps en temps et c'est à peu près tout. Tu as une idée des raisons de cette différence-là? Est-ce que c'est un problème d'infrastructure ou de Je mentalité pense que c'est une question. ou d'aide? Alors oui, il y a un peu de tout ça, question de mentalité, question Mmh. d'aide, une question aussi du fait que la Californie a toujours été en avance sur toutes les je dirais les avancées sociétales, et puis, probablement en Californie, niveau de vie un petit peu plus élevé, un climat plus clément. La Californie, c'est quand même la patrie de la Silicon Valley, donc une appétence pour l'innovation et la technologie. C'est la patrie de Tesla à l'origine, même si le siège de Tesla maintenant a déménagé au Texas, mais donc tout ça fait qu'on a, certainement, un État qui est, plus proche de ce que peut être l'Europe en termes de réglementation. D'ailleurs, la Californie a voté récemment, l'interdiction des voitures thermiques en 2035, comme l'Europe. Donc la Californie, même si elle est la plus éloignée en termes de géographie, et puis aussi en termes de mode de vie de l'Europe, c'est aussi sur certains aspects, un territoire ou un État qui est plus proche de ce qu'on a l'habitude de connaître, par ici. Voilà. Alors j'ai croisé quelques Rivian, quelques Lucid et même, un Ford F-150, F Lightning. Je savais même pas qu'il était déjà sorti mais bon, par contre des Ford F-150 V8, je peux te dire que j'en ai vu un paquet parce qu'on voit que c'est encore la voiture la plus vendue là-bas. C'est impressionnant. Bref, fin de la parenthèse sur cette petite, expérience personnelle. Et ce qui va nous amener, au sujet suivant, c'est, ce garage Opel qui offre une formation, sur les véhicules électriques. Alors, c'est un cas un petit peu isolé, je voulais juste faire 30 secondes dessus et parce que c'est un petit peu, mon dada en ce moment, vous l'avez peut-être un peu remarqué. C'est un garage Opel en Vendée, à Montaigu en Vendée, qui, a, proposé à son personnel une formation extérieure, de 4 heures sur les voitures électriques avec, différents sujets sur, le pilotage des recharges, qu'est-ce que le V2G, le vehicle to grid, l'utilisation des batteries en seconde vie, donc effectivement le recyclage dont on parlait tout à l'heure, le report modal, des nouvelles générations sur la mobilité douce, les informations au sujet même du compteur Linky, la différence, alors la base entre kilowatts et kilowattheure, la vie des batteries, et puis, le développement des réseaux de recharge et la composition d'une chaîne de traction complète, donc d'une voiture électrique. Donc tout ça, des sujets qui ont été abordés pour sensibiliser, le personnel de cette concession à l'électrification et donc à la voiture électrique. Pourquoi j'en parle encore une fois et je pense que ce sera pas la dernière fois parce que je pense que, la voiture électrique a besoin encore d'acculturation, d'éducation et de formation et que, bah, les futurs électromobilistes, ont peut-être besoin d'être un petit peu accompagnés dans leur démarche. C'est pas très compliqué, mais
c'est bien d'avoir les bases. Et je pense que c'est le rôle effectivement des concessionnaires, c'est le rôle des, euh, des réseaux des marques automobiles de former d'abord leur personnel et ensuite que ce personnel soit apte à aider et accompagner les futurs clients. Et puis ça permet aussi bien de mieux connaître le sujet et donc d'éviter de tomber parfois dans les clichés ou les lieux communs qui sont régulièrement répandus par les anti-VE, je les appelle comme ça, et donc bah, de mieux connaître le sujet et puis et bien de passer à l'électrique en toute connaissance de cause. Voilà. Je pense que ça t'inspire, Hugo. Est-ce que toi, tu fais aussi un petit peu de formation dans le cadre de révolution énergétique? Formation, non. Après, c'est quand on en parle auprès de ses proches, il y a toujours un peu de formation parce que malheureusement, il y a des préjugés qui perdurent énormément encore sur la voiture électrique et sur bien d'autres domaines qui sont liés aussi aux véhicules électriques, l'énergie notamment. C'est vrai qu'il y a un manque énorme de connaissances. Et moi, je pensais qu'en 2022, après plus d'une dizaine d'années de développement du véhicule électrique, on n'en serait plus à devoir débunker, comme on dit, des préjugés. Et c'est vrai que malheureusement, on est encore dans ce truc-là de devoir faire de la pédagogie. Mais bon, c'est normal, ça reste une technologie qui est encore nouvelle, émergente, et c'est normal qu'il y ait énormément de gens qui se posent des questions sur le développement. Et je pense que forcément, quand le véhicule thermique est sorti à l'époque, il y a forcément dû y avoir de la pédagogie pour savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est la même chose pour le véhicule électrique aujourd'hui. Je pense qu'il va se peut-être faire encore une petite décennie à devoir faire de la pédagogie. Exactement, il faut se dire en fait que nous, on est un petit peu en avance de phase par rapport au sujet, de par notre position, mais on en est vraiment au tout début. C'est-à-dire que le grand public, tu sors dans la rue, tu vas questionner les gens sur la voiture électrique, tu as 9 personnes sur 10 qui n'y connaissent absolument rien, qui savent pas et qui vont malheureusement souvent répéter un petit peu, comme tu dis, les préjugés et les lieux communs qu'on entend régulièrement et qu'on lit sur les réseaux sociaux, même de la part de personnes qui se prétendent connaisseuses et expertes sur le sujet. Je suis confronté à ça pratiquement quotidiennement. Dernier sujet, c'est le sujet de la question du jour. C'est une question un peu technique. Et là, je vais te donner la parole, Hugo. C'est une question sur la recharge des voitures électriques qui a été plus carbonée cet été en France. Alors, de quoi il retourne exactement? Eh bien, si vous avez branché votre véhicule électrique sur le réseau cet été, il faut savoir que le bilan carbone de la recharge, elle a été beaucoup plus élevé que d'habitude. La raison, elle est simple, c'est parce qu'en juillet et en août 2022, les centrales à gaz françaises ont produit 2 fois plus d'électricité qu'à la même période l'année dernière. C'est RTE, le gestionnaire du réseau public, qui le dit. Vous le savez sûrement, les centrales nucléaires françaises, elles ont été très peu disponibles cet été. Plus de 50% du parc nucléaire était à l'arrêt pour maintenance, principalement en raison du célèbre phénomène de corrosion sous contrainte. Et pour compenser, eh bien, la France, elle a dû non seulement faire tourner davantage ses centrales à gaz, mais également importer de l'électricité des pays voisins. Et on sait que les pays voisins produisent de l'électricité de façon beaucoup plus carbonée que nous, en France. Pour vous faire une idée, le plein d'une Peugeot i208 avec de l'électricité 100% nucléaire, c'est environ 200 grammes d'équivalent CO2 rejeté dans l'atmosphère. Le même plein avec des centrales au gaz, c'est plus de 24 kilos. Alors attention, je vois tout de suite venir les distracteurs. Même rechargé à 100% avec des centrales au gaz, ce qui, je le rappelle, n'est pas du tout le cas en France, eh bien, une voiture électrique reste beaucoup moins émettrice de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qu'une voiture essence ou diesel. On est sur environ 70 grammes de CO2 au kilomètre contre une centaine de grammes de CO2 au kilomètre pour une voiture thermique équivalente. Il faut aussi remarquer que la situation du réseau électrique français est exceptionnelle avec les difficultés du parc nucléaire. Les centrales à gaz continuent de tourner à plein régime et elles le resteront certainement le temps que tous les réacteurs nucléaires soient remis en service. Après, la meilleure solution pour recharger une voiture électrique avec une électricité qui est bas carbone et pas chère à la fois, eh bien, ça reste d'installer des panneaux solaires chez soi, si vous le pouvez, évidemment. Avec des panneaux solaires, on peut être en autonomie complète avec une voiture électrique? Enfin, tu vas me dire, ça va dépendre de la surface, mais Exactement.
Mais on peut le faire sur une voiture, sur une maison moyenne, on peut être totalement autonome. Pas sur une maison moyenne. L'autonomie totale, c'est très très difficile. Il faut vraiment avoir une grosse station, une grosse centrale solaire, donc un grand toit ou alors un grand jardin si vous installez une centrale solaire au sol. Et surtout, il faut arriver à recharger votre véhicule électrique au moment où votre centrale solaire produit le plus. Et en général, ça c'est autour de midi. Donc soit vous revendez le surplus d'électricité solaire, et au final, ça compense ce que vous injectez sur le réseau, ça compense ce que vous soutirez. Soit vous avez des batteries, soit vous arrivez parfaitement à gérer la recharge à midi. De nombreuses personnes arrivent à le faire, et je vous invite d'ailleurs à lire leurs témoignages sur révolutionénergétique.com. C'est là qu'intervient par exemple le vehicle to grid, c'est-à-dire peut-être la possibilité pour une voiture qui a été chargée de redistribuer un petit peu de courant sur le réseau quand elle n'en a pas besoin. Alors le véhicule to grid, c'est encore quelque chose qui est très à l'état de prototype et même d'étude. Il y a très peu de véhicules aujourd'hui qui le font, mais il suffit pas seulement que le véhicule soit capable de le faire, il faut aussi que une borne qui soit capable de le faire, et aussi un réseau qui soit capable de l'encaisser, avec un gestionnaire qui prend en compte cette capacité de stockage-là. Et aujourd'hui, en France, on en est encore très loin, comme dans plein d'autres pays. Il y a seulement des petites îles très isolées en Europe qui utilisent le véhicule to grid à un niveau un peu plus évolué, parce qu'il y a des expérimentations particulières qui ont été menées là-bas avec des partenariats entre constructeurs automobiles et gestionnaires de réseaux électriques. En Grèce, non ? Alors là, j'ai plutôt en tête une île portugaise, si je me trompe pas, c'est l'île de Porto Santo, toute petite île dans l'océan Atlantique, et où c'est Renault qui est partenaire. Et du coup, oui, bien sûr, le véhicule to grid, c'est quelque chose qui a énormément d'avenir, puisque l'objectif, c'est de pouvoir absorber justement la production variable du solaire, mais aussi de l'éolien, pour pouvoir la réinjecter au moment où on en a le plus besoin, ce qui correspond au pic de consommation le soir, 19h à 19h30, et le matin, généralement entre 9h et midi. Oui, d'ailleurs, on a une entreprise française, une start-up que j'avais interviewée dans le cadre du podcast, qui s'appelle Drive, qui est une filiale d'EDF et qui est spécialisée dans le déploiement du vehicle to grid. Et pour la petite histoire, et je le salue au passage, Eric Mévelec, le patron de cette entreprise, fait partie du jury des Watts d'Or. Donc, on aura l'occasion de le voir la semaine prochaine lors de la remise des prix. Très bien, Hugo. Écoute, merci pour toutes ces indications. C'est très, très intéressant. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. C'est la première fois que j'arrive à le dire sans bafouiller. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut. Bye bye.